Bonsoir à tous. Le talk de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale, a le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Soumaïla Cissé. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, c'est tout un honneur pour moi d'être super. En tout cas pour nous aussi. Certains vont se demander pourquoi on vous appelle Monsieur le Président. Vous avez été le président de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous êtes le président de votre parti, l'Union pour la République et la démocratie. Et puis vous êtes le principal leader de l'opposition au Mali. Je suis le chef de file effectivement de l'opposition au Mali. Mais une anecdote disait que si vous rencontrez une personnalité, vous ne savez pas quel titre lui donner, vous le dites président. Il est forcément président ou d'un club, ou d'un groupe d'amis, ou d'une association. Tout le monde est président quelque part. Mais je suis honoré d'être président de mon parti et d'avoir été président de la commission de l'UEMOA. Et puis peut-être que vous serez le président de la République au Mali dans 5 ans, non? On verra bien. Pas de politique fiction pour le moment. Alors il faut dire qu'à la base, vous êtes ingénieur informaticien. Est-ce que vous avez oublié tout cela ou bien c'est bien calé quelque part dans votre esprit? Non, j'ai fait l'informatique, j'ai eu mon diplôme en 77, ça fait déjà... Non, le précise, vous étiez major de votre promotion, c'était à Montpellier. J'étais à Montpellier, oui. Ça fait déjà 40 ans. L'informatique a beaucoup évolué, j'ai fait après quelques études d'économie et de gestion pour compléter tout ça, mais c'était quelque chose d'extrêmement passionnant, l'informatique en 77. Et vous avez travaillé quand même, avant de rentrer au Mali, vous avez travaillé en France? Oui, je suis resté 11 ans en France. J'ai travaillé chez IBM, j'ai travaillé dans le groupe Péchinet, chez Thomson. J'ai aussi longtemps travaillé à Air Inter. Donc j'ai fait mes premières armes en France. Comme je le disais, des grandes entreprises. Donc vous aviez la possibilité de rester en France et on aurait dit que vous prenez part à la fuite des cerveaux. Non, j'ai eu la chance d'avoir eu du travail au Mali. J'ai beaucoup voulu rentrer au Mali. Je pense qu'en France, j'ai beaucoup appris aussi. J'ai fait mes premières armes, j'ai appris à travailler. Et revenir au Mali était pour moi un défi. Et j'ai eu la chance d'avoir du travail dans la compagnie malienne de développement des textiles, la CMDT. C'est la plus grande compagnie, C'est la plus grande société malienne qui fait du coton. Et c'est là, je pense honnêtement, que j'ai appris à mieux connaître mon pays. Ouais, parce que pendant 8 ans, j'ai travaillé à la CMDT. J'ai connu les paysans de très près, les éleveurs de très près. J'ai connu le monde rural de très près. Et j'ai connu leurs problèmes, j'ai appréhendé leurs difficultés et j'ai pu apporter quelques solutions. Vous savez, j'ai beaucoup évolué dans cette société, d'abord en tant que jeune cadre, jusqu'à avoir eu la chance de diriger à un moment cette société. Donc j'ai beaucoup appris de la CMDT. Je remercie aujourd'hui tous ceux qui m'ont permis d'aller à la CMDT et surtout ceux qui ont travaillé avec moi, parce que c'est eux qui forgent le caractère, c'est eux qui vous apprennent à travailler, c'est eux qui vous font découvrir les petites astuces, les petites choses qui font vraiment un cadre. Alors il faut dire que le coton, c'est le produit principal du Mali. Oui, aujourd'hui, le Mali, on peut dire qu'il y a le coton, il y a l'or, il y a l'élevage, il y a l'Office du Niger, il y avait le tourisme aussi, bien sûr, avec Tombouctou, avec Djenné. Malheureusement, maintenant, la situation sécuritaire ne permet pas d'y aller. Mais il y a aussi et surtout, je le dis souvent, des hommes d'affaires qui s'y connaissent. Je suis là au Gabon, je suis en Afrique centrale, et je sais que les Maliens réussissent beaucoup. Les Maliens, la diaspora malienne est partout. La diaspora malienne est partout, elle est très active sur le plan politique, sur le plan économique. Et je crois qu'ils font notre fierté, nous sommes très fiers de notre diaspora. Alors votre passage à la CMDT a dû vous permettre de toucher du doigt l'une des difficultés des pays africains, la matière première, qui n'est pas forcément bien vendue sur l'échiquier international. Oui, non seulement elle n'est pas bien vendue, mais je crois surtout qu'elle n'est pas bien valorisée. Dans un pays comme le Mali, qui est aujourd'hui le premier producteur en Afrique subsaharienne de coton, nous avons une transformation très faible, autour de 2%. Et je crois que ça, c'est un grand défi qu'il faut relever. Il faut faire un peu plus de filature, il faut faire un peu plus de transformation et aussi mieux vendre notre coton. Nous passons par des négociants, nous passons par des agences et je pense que c'est l'un des grands défis à relever pour que les matières premières se vendent mieux et surtout qu'elles se transforment de plus en plus dans nos pays. C'est un challenge extrêmement important, c'est ces choses sur lesquelles il faudrait beaucoup réfléchir.
Et quand nous étions à l'UOMOA, nous avons essayé de faire une proposition dans ce sens en regroupant un corridor que nous avons appelé Korogo, Sikasso, Bobo, entre les 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Et l'objectif, c'était d'arriver déjà à 15% de transformation. Si on était arrivé à le mettre en place, si on était arrivé à relever ces défis, je crois que la physionomie de la zone cotonnière allait fondamentalement changer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais je pense qu'il a peut-être manqué suffisamment d'investisseurs, peut-être qu'on n'a pas su aussi donner les déclics qu'il faut. Il y a quelques facteurs de production qui sont en retard chez nous. D'abord, l'électricité coûte relativement cher, à part la Côte d'Ivoire où les prix sont à peu près abordables. Au Mali, au Burkina, relativement, c'est cher. Ensuite, le coton. Il faut pouvoir attirer les investisseurs en leur offrant peut-être un coton un peu meilleur marché que le marché mondial, avoir des ouvriers un peu plus qualifiés, des écoles professionnelles qui sont meilleures. Je crois qu'il y a un certain nombre de facteurs de production qu'il faut pouvoir mettre sur la table pour y arriver. Je pense honnêtement que si ces 3 pays déjà se mettent ensemble, définissent une politique cotonnière beaucoup plus poussée, on devrait pouvoir changer la physionomie de la zone cotonnière qui est vraiment un moteur important de développement, en tout cas pour des pays comme le Mali et le Burkina Faso. Mais ça, ce n'est pas toujours évident là, dans la mesure où les pays n'ont pas toujours les mêmes visions. Oui, mais les visions peuvent être partagées. Vous savez, quand nous avons une union comme l'UOMOA, nous avons quand même des visions partagées. Quand aujourd'hui l'intégration, même au sein de la CEDEAO, s'améliore et qu'aujourd'hui nous avons pu lever un certain nombre d'entraves, et on peut y aller. Il faut une volonté politique beaucoup plus forte, et il faut un lobbying beaucoup plus intéressant. Et il faut aussi que les populations nous poussent tous et que nous sachions que voilà où se trouve notre intérêt. Vendre la matière première, c'est bien, mais je crois que la transformer, c'est encore mieux. Après le coton, vous n'êtes pas allé directement à l'UEMOA, vous avez transité par la présidence de la République au Mali et puis ensuite vous avez été membre du gouvernement, vous avez occupé différents postes. Cela vous a permis, j'allais dire, de vous bonifier, de comprendre davantage les difficultés des populations et peut-être de contribuer à leur trouver des solutions. Vous savez, je crois que ma carrière a été en 3 phases, vraiment 4. Une première expérience ici, disons en France, mais surtout une grosse expérience avec le monde rural à la CMDT qui m'a permis de mieux connaître mon pays. Une deuxième dans le monde, dans l'État. Secrétaire général de la Présidence, ministre des Finances, ministre de l'Équipement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement. J'ai fait le tour. Je crois que là, il a manqué le Premier ministre, non? Ouais. Là, j'ai appris à gérer l'État, à mieux connaître l'État, à comprendre l'État. Dans un premier temps, mieux connaître mon pays. Dans un deuxième temps, mieux connaître la gestion de l'État. Et dans un troisième temps, l'UOMOA, c'est à l'international. Au niveau régional. Voilà, au niveau régional. Je crois que ces 3 phases sont indispensables quand on veut se positionner en politique, quand on ambitionne d'être président de la République, quand on ambitionne de diriger un pays. Il faut bien connaître le pays, il faut savoir ce que c'est que l'État. Et il faut aussi surtout connaître ses voisins et connaître la sous-région. Je crois que j'ai eu la chance de faire ces 3 étapes. De faire ce parcours-là. Ce parcours. Alors comment ça s'est passé de 84 jusqu'en 2011. Ça fait à l'UEMOA, justement, vous avez fait 2 mandats. J'ai fait 2 mandats à l'UEMOA. 4 ans. Chaque mandat est de 4 ans. J'ai trouvé l'UEMOA au moment où l'UEMOA était en train d'installer les différentes institutions. La Cour de justice, la Cour des comptes, la Commission elle-même. Ensuite, il fallait passer à une seconde phase. Démontrer que l'UEMOA n'était pas une affaire d'hommes en costume cravate, que c'est aussi l'affaire des peuples. Et c'est là où nous avons lancé des programmes en direction des paysans, en direction des populations. Nous avons fait des grands forages. Et surtout des programmes d'intégration. Des programmes d'intégration et aussi des programmes pour satisfaire les populations. Vous savez, on a fait un grand programme, par exemple, d'hydraulique villageoise. On a fait plus de 3000 forages. Nous avons fait des programmes d'aménagement des plaines. Nous avons fait des programmes pour le bétail. Nous avons coordonné les routes. Nous avons fait un très gros programme pour l'énergie, pour essayer d'avoir l'énergie bon marché. Je crois que là, à partir de là, les populations ont compris que l'UOMOA était utile au-delà des intellectuels, au-delà des cadres, que l'UOMOA peut régler un certain nombre de leurs problèmes. J'ai vu des femmes pleurer de joie parce qu'ils attendaient des forages depuis des années. J'ai vu des enfants
heureux parce que nous avons financé des centres d'excellence. Nous avons permis à des jeunes d'avoir des bourses. Nous avons formé dans des métiers. Et je crois que c'est des chemins que nous avons empruntés qui sont des chemins d'espoir. Et ces chemins d'espoir ont permis, à mon avis, de mieux bonifier encore l'UEMOA et de voir que ce n'était pas une organisation de plus. Nous étions très fiers de ce que nous avons pu faire à l'UEMOA et je pense que les populations l'ont bien reconnu et tous les États ont su ce que c'est. Vous savez, nous sommes allés jusqu'à faire des postes de contrôle juste à poser pour éviter les barrières, pour éviter les difficultés sur les routes, pour que les hommes d'affaires puissent circuler le plus librement possible. Bien sûr, nous avons mis des normes pour préserver les routes. Nous avons mis des normes de qualité pour que nos produits puissent se vendre mieux à l'extérieur. Et je crois que de ce côté-là, nous avons assez bien réussi. Et l'UEMOA a été pour moi un véritable success story. On peut dire donc que vous avez contribué à faire la promotion de l'intégration ouest-africaine. Oui. Sans nous vanter, nous avons même donné le tempo à notre grand frère, qui est la CEDEAO, quelque part, parce qu'en fait, bien qu'ils aient été créés avant nous, je crois que nous avons un moment vraiment montré le chemin. Alors, en quoi l'intégration est si importante? Parce que de plus en plus, on en parle, et des fois même, on va très vite, on dépasse les zones régionales pour aller à la zone continentale. Donc, l'intégration, oui, vous avez raison. C'est l'avenir de l'Afrique. Vous savez que même nous, à l'UEMOA, on travaille beaucoup avec le Ghana, qui n'était quand même pas à l'UEMOA. Ensuite, nous nous sommes retrouvés à l'intérieur de la CEDEAO. Nous avons des marchés étroits, et je crois qu'il faut faire en sorte que les marchés soient ouverts, qu'il y ait beaucoup plus d'échanges entre nous. À l'UEMOA, on avait remarqué qu'on avait moins de 10% d'échanges entre nos pays. Ceci est inacceptable quand en Europe, ils sont à 70-80% d'échanges. Le premier marché à conquérir, c'est notre marché sous-régional. Et pour cela, il faut lever les entraves. Lever les entraves, diminuer les taxes, permettre aux produits du cru de circuler librement, permettre aux produits qui ont une valeur ajoutée locale importante de circuler librement et de permettre aussi aux populations de s'installer où elles veulent, de permettre le droit d'établissement, qu'un citoyen, libre circulation des biens et des matériels, mais libre circulation aussi des hommes, et surtout le droit d'établissement. Un médecin malien, s'il veut travailler au Burkina Faso, il doit pouvoir s'installer au Burkina Faso et travailler. L'important, c'est qu'il soigne des populations, qu'il le fasse dans l'éthique et dans le respect des règles qui sont définies dans le pays. Je crois que c'est ce qui est important. J'ai vu une fois un jeune médecin burkinabé qui m'a vu à Dakar, qui est venu me saluer pour me remercier. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Il me dit, non, grâce à vos textes, j'ai pu venir à Dakar, où ma femme sénégalaise, j'ai pu m'installer, j'ai pu ouvrir mon cabinet et je travaille aujourd'hui et j'en suis heureux. C'est des exemples comme ça que nous voulons pouvoir multiplier, que chacun puisse s'installer là où il veut, là où il le souhaite. Parce que ce qui est important, c'est que les populations se reconnaissent tous. Le fractionnement qui a eu lieu au début de la colonisation, je crois qu'il faut lever ces barrières-là pour que les Africains se sentent partout chez eux et qu'ils créent de la valeur chez eux. C'est ça qui est important et c'est pour ça que l'intégration est une valeur sûre qu'il faut continuer à défendre. Ok. Et c'est donc tout ce capital que vous avez rassemblé qui vous a donné envie d'aller à la conquête du pouvoir d'État au Mali et à partir du Mali, repartir à la conquête de l'Afrique. Non, c'est important ce que j'ai dit d'avoir une expérience, mais il faut avoir milité. On militait déjà depuis les mouvements étudiants, nous avons subi des revers, nous avons eu des marches, des contre-marches, nous avons eu des difficultés, bien sûr. Mais il faut déjà y croire. Il faut aimer son pays, il faut aimer l'Afrique, il faut surtout aimer son prochain, avoir envie de servir. Je suis de la génération qui a tout eu par mon pays. J'ai eu des bourses d'études, on m'a envoyé à Dakar, on m'a envoyé en France. Ce n'est ni des ressources de mes parents, mais c'est des ressources des Maliens de façon générale, les contribuables maliens. Et donc vous avez envie de... Quand on revient, on a envie de revenir, on a envie d'aider, ramener l'ascenseur. De ramener l'ascenseur. Je travaillais en France, j'étais ingénieur, j'avais un très très bon salaire, j'étais dans de très bonnes conditions, je n'avais aucune raison particulière de rentrer. Mais je crois qu'il y a une sorte d'appel du pays. Et je crois que quand on est conscient qu'on a bénéficié de quelque chose, on a envie de faire un retour à ses petits frères, de faire un retour à ses enfants. Et je crois que nous devons beaucoup de choses à notre pays. Et chaque fois qu'on peut aider notre pays, montrer qu'on est reconnaissant, il faut le faire. J'ai ça vissé à mon cœur, très sincèrement. Et je pense que servir mon pays était un devoir pour moi.
Et c'est pour ça que je suis allé à la conquête du pouvoir. C'est pour ça que je suis retourné d'abord au Mali, travailler dans des conditions qui étaient en dessous de ce que j'avais ailleurs. Mais honnêtement, je ne le regrette pas. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de mon pays, des paysans. J'ai beaucoup appris de la gestion de l'État. À l'international, j'ai beaucoup appris de mes voisins. À partir de là, je pense que j'étais qualifié pour essayer d'aller plus loin et d'aider mon pays à avancer. Alors nous allons regarder un peu la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Mali. Le Mali, c'est vrai, il y a un certain nombre de difficultés, notamment au niveau sécuritaire. Le terrorisme a pris une partie de ce pays en otage, mais nous allons nous retrouver maintenant là, juste après l'élection présidentielle qui a eu lieu cette année. Eh bien, le Mali est dans une sorte de tourmente parce que Monsieur le Président Soumaïla Cissé conteste les résultats des élections qui ont eu lieu. La coalition Ensemble Restaurons l'Espoir est de nouveau dans les rues. À l'appel de leur leader Soumaïla Cissé, les partisans de l'Union pour la République et la démocratie, la coalition de partis politiques ayant soutenu sa candidature ont battu le pavé pour, selon eux, dénoncer les bourrages d'urnes et la partialité de la Cour constitutionnelle. C'est pour manifester notre désaccord par rapport à ce résultat et dire que nous ne reconnaissons pas l'élection de M. Ibrahim Boubacar Keïta comme président de la République. Vous avez vu, le monde est sorti, malgré les tentatives, les intimidations pour saboter cette marche-là, pour l'interdire, le monde est sorti. Bas pour notre droit, le respect de notre volonté, le respect de notre dignité, le respect de notre liberté, le respect de notre droit à l'autodétermination, le respect de notre droit à la liberté et à la gestion du peuple malien. Et cela, c'est par la démocratie. Nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains et c'est pourquoi nous usons des voies démocratiques. Troisième marche en 3 semaines d'affilée, les militants de l'opposition ne s'avouent pas vaincus. Pour le chef de file de l'opposition, c'est la preuve de la prise de conscience des Maliens. Les Maliens disent non à la manipulation des votes. Ça suffit comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un tournant extrêmement important. Nous allons désormais vers le chemin de la vertu. Et c'est ça qui construit un pays. C'est ça qui amène la démocratie. C'est ça qui amène le développement. Les Maliens en sont conscients. C'est pour ça qu'ils sont descendus, non seulement à Bamako, mais dans pratiquement toutes les villes du Mali. À noter que cette marche avait été interdite par le gouverneur avant d'être autorisée. Les forces de sécurité maliennes ont bien encadré cette troisième marche qui s'est déroulée sans incident. Non, alors, vous avez raison. Le Mali est connu depuis 2012. Nous avons une situation extrêmement difficile. Dans le nord du pays, le terrorisme est là, la rébellion s'installe. Il y a un lien entre les deux, entre le terrorisme et la rébellion? Disons qu'il y a des passerelles. Il y a des passerelles, il y a des personnes qui se retrouvent un peu des deux côtés. La situation n'est jamais très très claire. Parce qu'il y a énormément de trafic de personnes avec les otages, des trafics de drogue, des trafics d'armes. Je crois que c'est une situation extrêmement difficile. Ça concerne pratiquement les 2 tiers de notre pays. C'est un vaste pays. Un vaste pays. Le Mali, c'est 1 240 000 km². Ces 2 tiers sont occupés aujourd'hui. L'État est quasi inexistant. La plupart des écoles sont fermées. Il n'y a pas de dispensaires, etc. Et malheureusement, depuis 2013, nous avons un président qui est élu et malheureusement, les choses, au lieu d'avancer, les choses ont empiré. Un accord de paix a été signé depuis 2015. Au jour d'aujourd'hui, cet accord n'avance pas, il n'a pas pu être mis en place. Il était prévu... Pourtant, vous dites qu'il a été réélu ou bien on l'a imposé pour je vais y venir. Appliquer l'accord. Ça, c'est 2013. Ça, c'est les arguments des uns et des autres. Il faut bien que chacun ait un argument. L'argument, c'était que il fallait le garder pour appliquer les accords de paix. Mais quand en 5 ans, il n'a pas pu les accorder. En tout cas, de 2015 à 2018, ça fait 3 ans. En 3 ans, ça n'a pas bougé.
En 3 ans, l'insécurité a augmenté. En 3 ans, le nombre de morts a augmenté. Que ce soit du côté malien, que ce soit du côté des partenaires, etc. Des attentats à Bamako et partout dans le pays. Aujourd'hui, il y a encore des Maliens qui sont pris en otage. Il y a des étrangers encore pris en otage. Il y a une gouvernance qui met le pays à volo. Ceci est incontestable, indéniable. À tel point qu'aujourd'hui, cette insécurité a gagné les pays voisins, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit la Côte d'Ivoire même et le Niger. Pas loin. Donc aujourd'hui, du nord, en 2013, aujourd'hui nous sommes jusqu'au centre du pays, où il y a une zone djihadiste qui s'est installée, où toutes les écoles sont fermées. Il y a près de 2 millions d'enfants au Mali qui ne vont pas à l'école. Il y a plus de 750 écoles fermées. Ceci interpelle ceux qui sont là au gouvernement. Le président qui est là est déclaré élu. Nous avons contesté. Nous avons contesté parce que nous avons des éléments de contestation. Vous savez, depuis que le Mali existe, depuis 60, où à la rupture de la Fédération du Mali, tous les Maliens sont sortis pour aller défendre le président Modibo Keïta qui était arrêté à Dakar. On n'a jamais eu autant de mouvements que maintenant. Où pratiquement dans toutes les villes, dans tous les villages, y compris dans la diaspora, que ce soit à New York, que ce soit à Washington, que ce soit à Paris, partout, tout le monde est sorti pour dire arrêtez la fraude. Parce que tout le monde est convaincu que le président actuel a été élu par la fraude et par la triche. Je crois qu'on ne peut pas avoir trompé tout le monde. On n'a pas besoin de le prouver. Mais bien sûr, on a des éléments. Vous savez, les éléments de preuve, au-delà de nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous invite tout simplement à lire le rapport fait par l'Union européenne, qui pourtant n'a pas osé dire fraude. Mais quand l'Union européenne dit le nombre de cartes d'électeurs est inférieur au nombre de votants, et qu'il ne sait pas ce que c'est, ça s'appelle la fraude. Je veux leur dire. Quand le président Boari a envoyé une mission qui conclut que tout le monde est d'accord qu'il y a des dysfonctionnements graves aussi, cela veut dire qu'il y a fraude. Quand tous les Maliens se lèvent, vous avez parlé des manifestations, vous avez vu le nombre de gens qui sont sortis. Tout ceci ne peut pas être là à dire brusquement il y a fraude. En 2013, il n'y a pas eu ces mouvements. En 2007, il n'y en a pas eu. En 1992, etc. Pourtant, les opposants se plaignent toujours qu'il y a eu triche, il y a eu fraude. Mais quand vous avez un mouvement de foule de ce niveau-là, quand ça va des plus petits villages jusqu'aux grandes villes, jusqu'à la diaspora, on doit s'interroger. Mais on sait que vous aviez déjà commencé à contester justement l'organisation de cette élection avant même qu'elle n'ait lieu. Mais est-ce qu'il a été aisé pour vous de donner les éléments de ce que vous dites, surtout que l'organe suprême a statué sur les résultats et a accordé la victoire à votre adversaire. Vous me donnez l'occasion de rectifier, justement. Ouais. J'ai dit, avant les élections, que je n'accepterais pas des résultats qui seraient issus de la fraude. Qu'est-ce qu'on a dit sur les radios? On a dit, je n'accepterai pas les élections. On a coupé ma phrase à ce niveau. Et ça donne ce que vous venez de dire, que j'ai contesté avant même les élections. C'est pas vrai. Non, on peut contester avant. Non, on n'est pas sûr. On est de bonne foi. Vous savez, j'ai fait quelque chose, je suis le seul à l'avoir fait au monde. Avoir pris ma femme, mes enfants, d'aller voir un président pour dire que vous êtes élu avant les résultats. Donc je ne suis pas de cette trame qui va contester pour contester. C'est une réalité. Mais vous savez, de 2013 à Mali, on a tout fait. J'ai été jusqu'à écrire au Conseil de sécurité pour leur demander de mettre en place une équipe de supervision, des certifications, des certifications des résultats, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire, parce qu'on voyait la fraude venir. Quand le principal organisateur des élections, qui est le ministre de l'administration territoriale, va en campagne avec les candidats présidents, quand le premier chargé de la supervision des élections va en campagne avec les candidats présidents, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand le principal adversaire est privé d'assesseurs dans les bureaux, dans un tiers des bureaux, je n'avais pas d'assesseurs. Quand il a fallu négocier jusqu'au dernier jour pour qu'on ne fasse pas de procuration à l'appel, pour qu'on puisse se présenter dignement, on doit se poser des questions. Quand, après le premier tour, les 2 tiers des candidats disent qu'il y a fraude, qu'il ne peut pas continuer dans cette atmosphère, c'est qu'il y a un problème. Alors, il y a une question quand même. Vous êtes actuellement, j'allais dire, dans la rue. Vous occupez la rue pour contester justement les résultats de cette élection. Ouais. Mais il s'est trouvé quand même que les autres membres, les autres leaders de l'opposition ne vous ont pas vraiment suivi. On a fait un meeting. Alors quand je dis qu'ils ne vous ont pas suivi, c'est d'abord pour le deuxième tour, il y avait possibilité de se rallier à vous et puis ensuite de se mettre avec vous dans la rue. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ils sont dans la rue avec moi.
Et ceux dont vous parlez, la plupart étaient dans la rue avec moi. Ces 18 ont participé aux manifestations avec moi. Qu'après le deuxième tour, certains se soient rébiffés, ça je vous le concède. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des candidats importants qui sont avec nous. Nous avons créé un front qu'on a appelé Front de sauvegarde de la démocratie pour que justement nous profitions. Vous savez que les élections législatives ont été reportées. Pourquoi les élections législatives sont reportées? Je souhaite qu'on fasse des réformes. Je ne souhaite pas que les députés au Mali soient élus comme le président a été élu, par la triche et par le vol. Je ne souhaite pas que les maires demain soient élus par la triche, par le vol, que les présidents de région, que les présidents de cercle, conseil de cercle soient élus de la même façon. Parce que notre démocratie va aller à volo. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter le Mali, depuis quelque temps, est considéré comme une référence en matière de démocratie. C'est une vieille histoire. En Afrique. Je suis désolé, c'est une vieille histoire. C'est du passé? Bien sûr que c'est du passé. Aujourd'hui, tout le monde sait que le pouvoir actuel est assis sur la fraude. Que le pouvoir actuel la solution, c'est quoi? Crédibilité. Le président Ibeka a prêté serment. C'est parti donc pour 5 ans. Vous savez, pendant 5 ans, vous savez la même cour s'est dédite plusieurs fois. La même cour est contestée. Nous avons même porté plainte contre la cour. Parce qu'en fait, on a fait des recours. Vous savez, quand vous avez une élection, vous avez une période de contestation, de recours. Quand vous faites des recours, et au premier tour et au deuxième tour, et que la Cour, en 30 secondes, dit je jette tous les recours, elle perd en crédibilité. La première des choses, c'est regarder cela. Aujourd'hui, pour le report des élections, la même Cour a dit au Premier ministre que ce n'est pas possible, que la Constitution est claire, le mandat des députés finit à telle date. Pression politique, impossibilité de faire les élections. Cette fois-ci, c'est le président de l'Assemblée qui saisit la Cour constitutionnelle, qui se réveille, qui dit tiens, maintenant c'est possible. Vous savez, quand vous avez des choses comme ça qui se passent sur votre pied, vous avez une Cour qui n'est plus crédible. Il ne faut pas que nos démocraties soient des démocraties de faire valoir. On veut voter, on va voter. On veut une Cour, voilà une Cour. On veut une Assemblée, on met des gens à l'Assemblée. Ce n'est pas bon pour l'avenir. Il faut être plus crédible. Il faut être transparent dans ce qu'on fait. Nous devons revoir notre gestion. Nous devons revoir notre mode de gouvernance. Le système actuel au Mali est à revoir de fond en comble. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ma question demeure, vous restez dans la rue? Mais nous bien resterons dans vous la engagez rue. le dialogue avec... Oui, le dialogue. Pour qu'il y ait dialogue, il faut deux. Il faut deux. Le président, il dit en français, je tends la main. En bambara, il nous insulte. Où est le dialogue? Qui a le plus intérêt au dialogue aujourd'hui? C'est les tenants du pouvoir. Le pays est bloqué. Les caisses de l'État sont vides. Il y a plus de 40 secteurs qui sont en préavis de grève. Les magistrats ont fini leur grève hier, tout près. Alors, qu'est-ce qui se passerait pendant ce dialogue, s'il a lieu? Et s'il y a lieu, il faut remettre les choses à plat. Il faut tout remettre à plat. On ne peut pas l'élection? Pas besoin. C'est un accord politique. On veut définir un accord politique, il faut partir d'un accord politique. Cet accord politique suppose que la partie gouvernementale, la partie qui est au pouvoir de façon illégitime, accepte de dire, écoutez, j'accepte de reculer parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Un président qui dit qu'il a gagné à 67-70%, aucun enthousiasme dans le pays, aucun enthousiasme dans la rue. C'est eux qui auraient dû être dans la rue pour dire on a gagné. Mais c'est nous qui sommes Bon, peut-être que chacun a sa façon de célébrer sa victoire. Je ne sais pas 1000 façons de célébrer une victoire. On ne célèbre pas une victoire seule avec sa femme dans sa chambre. Non. Bon, donc on célèbre la victoire avec des gens. La preuve, c'est qu'il a déjà eu à célébrer sa victoire à l'époque. Si aujourd'hui on ne célèbre pas la victoire, c'est que quelque part on est gêné. Alors donc vous souhaitez un dialogue? On a toujours demandé. J'ai fait 5 ans, j'étais chef de l'opposition. 5 ans, j'ai écrit au président. On veut un dialogue. 5 ans, il n'y a pas de dialogue. Vous croyez qu'un pays peut avancer comme ça? Le pays est en train d'aller à volo. Le centre est ingérable. Le nord nous a échappé. On n'en parle même pas. Le président, il lui faut une permission pour aller à Kidal. Il ne peut pas aller à Kidal. Il est obligé de demander la permission. Aucun ministre ne peut se lever pour dire je vais à Kidal. Il est accueilli par des drapeaux dits de l'Azawad. Vous croyez que c'est une situation de laquelle il peut être fier? Bien au contraire, il faut que les forces politiques maliennes s'asseyent et dire notre système actuel est bloqué, il ne peut pas continuer. Vous savez, il y a une crise politique.
il y a une crise sécuritaire, il y a une crise sociale dans le pays. Et maintenant, il se rajoute une crise financière. Oui, parce que tout cela a une répercussion sur l'économie. Bien sûr, c'est une répercussion sur l'économie. Les salaires commencent à traîner, les pensions commencent à traîner, il n'y a plus d'investissement. Les enfants sont dans les rues pour exiger des routes entre les principales villes, parce qu'il n'y a plus d'entretien routier. Pour plus aller de Bamako à Dakar, l'un des principaux points d'entrée, c'est Dakar, pour le Mali et Abidjan. Les véhicules là, il faut faire 1 heure, on en met 6 heures, 7 heures. Alors qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche parce que le président Ibeka et vous vous asseyez, même à deux, pour parler, pour discuter? Ça dépend de lui. Dialoguer. C'est à lui de prendre l'initiative. Moi, je ne suis qu'un candidat qui estime qu'il a gagné les élections, et je peux gagner les élections. Vous pensez donc que vous avez gagné? Mais je n'ai pas besoin de penser, j'ai tous les éléments de preuve que j'ai gagné les élections. Bien, tous les Maliens en sont conscients et nos partenaires en sont conscients. Vraiment, pour vous faire une confidence, oui. Beaucoup de partenaires, je ne vais pas citer leur nom, ils viennent me voir, ils me disent, écoutez, on sait que vous avez gagné. Ils disent, écoutez, nous avons été obligés de voir le président pour lui dire, faites attention. Ne vous proclamez pas vainqueur avec 53% au premier tour. Parce que c'était ça son intention. Et même des chancelleries étrangères, ce n'est pas bon de les dire sur un plateau, ont été le voir pour dire ne faites pas ça. Et pourtant, certains disent que c'est peut-être parce que vous avez une personnalité un peu trop policée. Il y a eu cette cassure qui vous a amené justement en dehors du Mali, à l'UEMOA, et puis ensuite au Parlement panafricain en Afrique du Sud. Que tout cela a certainement joué en votre défaveur. Vous savez, nous étions 24 candidats. Je suis le seul qui était à l'extérieur. Je suis arrivé deuxième. Non, ce n'est pas un bon argument. Sinon, tous les autres seraient arrivés avant moi et je serais arrivé dernier. Je crois que ce n'est pas du tout un bon argument. J'ai été candidat en 2002. Je suis arrivé deuxième. Le président actuel est arrivé troisième. J'ai été candidat en 2013. Je suis arrivé deuxième. Je suis candidat en 2018. Je suis arrivé deuxième. Donc, dire qu'il était à l'extérieur, c'est des faux problèmes. J'ai un parti qui fonctionne. J'ai des cadres sérieux qui gèrent ce parti. Et nous sommes deuxième force politique au Mali, en termes de députés, en termes de conseils municipaux et aussi en termes de résultats aux élections présidentielles. Donc, ce n'est pas un problème. Pourquoi au Mali et dans bon nombre d'autres pays africains, organiser des élections conduit à des morts, à des difficultés, à des fractures? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Chaque pays. C'est vrai que dans chaque pays, il y a une réalité. Chaque pays a sa réalité. La même, non, chaque pays a sa réalité. Ce que je refuse aux analyses politiques, l'Afrique. Mais ça ne veut rien dire. Dans chacun des pays, vous avez vu, au Mali, il y a tellement de régions et tellement de populations différentes, tellement de gouvernances différentes d'un pays à l'autre. Mais ce qui est constant, c'est qu'il y a des élections qui sont bâclées. Il y a des élections mal organisées. Il y a des gens qui, une fois au pouvoir, ils ne veulent rien comprendre et tout le monde se met à leur disposition. Ça a été le cas en 2018 Ça a été le cas en 2018, où l'administration a organisé les élections de bout en bout. De bout en bout. Est-ce que vous aurez souhaité, comme ailleurs, une commission électorale dite indépendante? Même ça aussi, ça ne marche pas. Il y a une commission électorale au Mali, mais elle ne marche pas. Vous avez une commission électorale indépendante, il y a un grand I à la fin. Cette commission électorale n'a pas publié de résultats, n'a pas fait une conférence de presse, n'a même pas produit un rapport. Elle est restée muette comme une taupe du début des élections à aujourd'hui. On se demande à quoi elle sert. Dans les autres pays, au moins, la commission électorale qui donne les résultats, qui organise les élections. Au Mali, c'est l'administration. C'est les ministres de l'administration territoriale qui organise les élections d'un bout à l'autre. C'est les préfets qui remontent les résultats en les bricolant comme ils peuvent. Vous savez, j'ai fait un rapport pour montrer sur la base des résultats obtenus comment il y a eu de vote. Vous savez, je suis censé avoir au moins un assesseur et un délégué dans chaque bureau. Je peux vous sortir des milliers de bureaux sur les 23 000 où j'ai 0 voix. 0 voix. Où dans ces bureaux, les inscrits ont tous voté. Et les votants ont tous voté pour le président actuel. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement. La fraude a atteint un niveau tel au Mali qu'on ne peut pas y croire. Nous avons des vidéos où on a vu comment les gens votaient dans le Nord. Ils sont assis par terre, ils se mouillent le doigt. Ces vidéos, je vais vous les montrer après l'émission. Ils se mouillent le doigt, ils votent comme ça devant tout le monde. On les a publiés, on les a montrés aux journalistes.
On a pris les bulletins prévotés, les carnets prévotés. Toutes les preuves matérielles ont été mises en place. Et les dépassements sont là, énormes. Alors pourquoi la vérité n'est pas dite alors? La vérité n'est pas dite parce que ceux qui doivent dire la vérité ne le disent pas. Ne disent pas la vérité, c'est tout. Ce n'est pas compliqué. C'est pour ça que les ruptures sont parfois violentes. Parce que nous taisons la vérité. Et que malheureusement, on a des observateurs qui viennent édulcorer tout ça, donner le sentiment que ça s'est bien passé. Justement. Quand vous observez 2% des bureaux de vote et que vous dites que ça s'est très bien passé, il y a une sorte de malhonnêteté intellectuelle derrière. Quand vous avez 2% ne concerne que le sud du pays et que dans les 2 tiers du pays, aucun observateur n'est allé au Mali dans les 2 tiers du pays. Et ils disent pourtant ça s'est très bien passé. Donc il y a cette malhonnêteté intellectuelle qui enveloppe tout. Ou dans nos démocraties, on observe de l'étranger, on met des faire-valoir. Finalement, est-ce qu'on n'avait pas été un candidat trop gentil? Est-ce qu'il fallait parler au contact, bousculer un peu pour que les choses maintenant soient qu'on fait des marches, en bon ordre, maintenant qu'on fait des marches, qu'on fait des meetings, on dit ah là là, vous êtes trop violents. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Nous, on n'a tué personne. On n'a pas cassé un feu rouge. On n'a pas brûlé une voiture. Et donc, maintenant, on dit... chaque semaine, il y a une manifestation. Mais bien sûr. Et là, on dit non, non, attention, on veut empêcher le pays de tourner. Dans les pays où on casse, je prends en cité, en bas, dans ces pays-là, ça se passe autrement. C'est des milliers de morts. Et là, très vite, tout le monde s'en inquiète. De grands observateurs ont dit dans ces pays que ça s'est très bien passé. Et là-bas, on s'est rendu compte après que ça s'est très mal passé. Ça veut dire la crédibilité à ce niveau est importante. Je pense que honnêtement, il faut qu'il y ait plus d'inclusivité et que nos affaires soient nos affaires, que nous les organisions d'un bout à l'autre, qu'on n'utilise pas des observateurs étrangers comme des faire-valoir. J'ai entendu le président qui s'est déclaré élu au Mali dire que ça s'est bien passé, puisque les observateurs ont dit que ça s'est bien passé. Mais les Maliens, eux, ont dit que ça s'est mal passé. Mais vous aussi, vous accusez par exemple la France, vous dites que la France... Est-ce que ce n'est pas un argument... c'est vrai que la France a sa main un peu partout dans les pays francophones africains, mais est-ce que des fois, ce n'est pas un argument léger? Vous m'avez entendu accuser la France? Ça fait 1 heure qu'on parle, je n'ai pas prononcé moi, je l'ai entendu, moi, j'ai dit quoi? De vos partisans. Ah ben, mes partisans, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Je n'ai jamais accusé aucun pays. Ce que j'accuse, c'est nous. C'est à nous d'assumer nos responsabilités. C'est à nous de savoir ce qu'on veut. Ce que j'accuse, c'est des observateurs qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Et ces observateurs, ils sont plus d'organisation que d'un pays. Ce que nous avons regretté, c'est que le président français ait reconnu l'élection avant même la Cour constitutionnelle. Avant même la Cour constitutionnelle. Au moment où nous étions en train de déposer des recours. Au moment où on dépose des recours, la moindre des choses, c'est d'attendre que le juge des élections se prononce. Alors ça représente quoi, la reconnaissance de la France? Ça représente ce que vous posez la question. Pourquoi vous posez la question sur la France? Pourquoi vous ne la posez pas sur l'Angleterre, sur les États-Unis, sur l'Allemagne, sur la Chine, nos principaux partenaires économiques? Concernant la France? Non, parce que tout simplement, nous sommes... Ancienne tutelle. Parce que voilà, vous êtes revenus exactement au point de départ. Vous estimez que puisque c'est la France, ça a une importance particulière. La France, l'importance qu'il y a en Mali, c'est qu'aujourd'hui, la France est militairement engagée au Mali. Donc la France a des intérêts particuliers, en particulier pour le terrorisme. La France a intervenu de façon significative au Mali en 2013, en janvier 2013, pour arrêter le terrorisme qui était en train d'avancer. Donc c'est évident que la France a un intérêt particulier. Mais ce qui m'importe, moi, c'est ce que pense le peuple malien. Ce qui m'importe, moi, c'est que le président du Mali soit élu normalement par les Maliens, de façon crédible, de façon transparente. C'est à partir de là qu'on constitue une force, vous voyez, qui a créé une masse critique pour faire face à l'ensemble des problèmes, à l'ensemble des défis. Ce n'est pas un problème de reconnu par-ci, par-là. On peut être reconnu et tomber le lendemain. Aujourd'hui, le président est reconnu par tout le monde, mais les pays n'avancent pas. Alors, ce qui est bien, c'est que vous souhaitez un dialogue pour qu'il y ait
pour que le problème trouve une solution d'une certaine façon à partir d'un accord politique, comme vous l'avez dit. Mais comment est-ce que vous voyez donc la suite de votre, j'allais dire, opposition? De votre rôle de chef Notre rôle, c'est de dénoncer ce qui ne va pas. C'est de faire des propositions, de continuer à mobiliser nos militants et sympathisants sur la base de la vérité. C'est ce que nous faisons depuis 5 ans, c'est ce que nous continuons à faire. Et ce qui nous vaut de la crédibilité, c'est ce qui vaut cette foule que vous avez vue. Parce qu'elle croit à ce que nous avons dit. Alors permettez-moi de revenir sur votre programme de société. Qu'est-ce que vous avez prévu, qu'est-ce que vous avez proposé aux Maliens, et puis est-ce que le message a été bien perçu? Bien perçu, je ne saurais que quand je serai au pouvoir. Non, ce qui est important, constant, c'est que j'ai fait un programme. C'est que certains de mes adversaires n'ont pas fait. Et que ce programme est un programme crédible, appuyé sur des axes bien précis. Les réformes institutionnelles. On peut en avoir la substance très rapidement. Vous savez, la première chose, c'est d'abord d'avoir des institutions qui fonctionnent. Serez-vous prêt à mettre en place des institutions impersonnelles? Parce que c'est l'une des difficultés de l'Afrique. En quoi les institutions seraient personnelles? Dans ce cas, parce que souvent, les membres de l'opposition, ils se plaignent des institutions, et puis quand ils arrivent au pouvoir, vous n'aimez pas. C'est soit le statu quo, soit. Vous donnez l'impression de ne pas beaucoup aimer l'opposition. Ah non, non, non. Alors, mais vous savez, ceux qui sont à l'opposition, une fois qu'ils sont au pouvoir, ce ne sont plus eux l'opposition. C'est des autres qui deviennent l'opposition. Non. Oui. Moi, je pense que, honnêtement, nous sommes dans un pays... Des lois impersonnelles. Vous savez, j'ai eu à gérer, quelqu'un qui n'a jamais géré peut le dire, j'ai géré une grande société comme la CMDT. J'ai géré le ministère des Finances. J'ai géré en même temps un ministère qui était un ministère de l'équipement, de l'environnement, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, tout en un. J'ai géré 8 pays à l'UEMOA pendant 8 ans. Ça fait 30 ans de gestion. En ces 30 ans ces 30 ans de gestion, personne ne peut dire que j'ai embauché mon frère, j'ai embauché mes enfants, que j'ai embauché mes amis. J'ai été juste, impartial pendant toute cette gestion. Personne ne peut dire qu'il m'a corrompu. Personne ne peut dire qu'il a fait ça pour son propre intérêt. C'est pour ça que je suis très à l'aise par rapport à votre question. Par contre, ce que je pense qui est important, c'est de tenir compte de la typologie de notre société. Société aujourd'hui faite de femmes, faite de jeux. Il faut faire des réformes pour en tenir compte. Et dans les propositions phares que j'ai faites, j'ai dit qu'une Assemblée nationale comme celle du Mali doit avoir une proportion importante de femmes, mais aussi une proportion... La parité peut-être? Non, pas encore. Non, une proportion importante de femmes, mais aussi une proportion importante de jeunes. Les jeunes, quand ils sont dans la rue, ils n'ont plus de perspective. Il faut permettre aux jeunes de parler de leurs problèmes. C'est les jeunes qui comprennent mieux leurs problèmes. Ce n'est pas les adultes. C'est les femmes qui peuvent mieux parler de leurs problèmes, pas les hommes. Aujourd'hui, au Mali, il y a une loi qui exige 30% des femmes dans les institutions. Mais pour avoir 30% des femmes, la loi actuelle essaie d'avoir 30% de candidates. Non, pas 30% de candidates. Moi, je vais faire en sorte qu'il y ait 30% de lui et j'ai prévu une réforme dans ce sens-là. Quand on va faire ça, ça va révolutionner notre société. Ça va permettre aux gens... Mais aller carrément à la parité, pourquoi pas? Je vous dis ce qui est faisable déjà sur la base de ce qu'il y a. Il faut aller sur ce qui est faisable aujourd'hui. Il faut partir pas à pas, réussir ça et passer à une étape supplémentaire. Aujourd'hui, il n'y a pas 10% de femmes à l'Assemblée nationale. Si j'arrive déjà à 30% la prochaine législature, mais c'est formidable. Si demain j'arrive à 50%, tant mieux. Il faut y arriver. L'école, il faut changer. Aujourd'hui, nous avons une école. Il faut déjà la rouvrir un peu partout dans le pays. Il faut déjà la rouvrir un peu partout. Il faut s'attaquer à la qualité de l'information. Il faut s'attaquer à utiliser la technologie aujourd'hui pour faire des bons en avant. Technologie dans tous les domaines. Dans l'éducation, bien sûr, mais aussi dans l'agriculture, mais aussi dans l'élevage. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire des bons pour rattraper les autres. Et faire des bons, ça ne peut se faire que grâce à la technologie. Le savoir mondial est à notre disposition, utilisons-le. C'est pour nous aussi, ce n'est pas contre nous. Au contraire, c'est comme ça qu'on peut essayer de rattraper les autres. Vous savez, je prends mon dernier téléphone, je donne à un enfant africain, il sait tout de suite l'utiliser. Il n'a pas besoin de savoir, comme mon père, qu'il fallait faire comme ça pour faire le téléphone.
comme moi, de savoir qu'il fallait justement, passer par un opérateur. Vous êtes ingénieur informaticien. Mais justement, c'est pour Quelle ça est la que je place vois... du numérique, justement, dans le C'est pour ça développement que je vois... de l'Afrique? D'abord, l'élément important qu'on voit dans le numérique, c'est ces réseaux sociaux qui révolutionnent l'Afrique, qui font que nos enfants aujourd'hui sont plus informés que nous. Ils sont collectivement donc plus intelligents que nous. Il faut que nous en soyons conscients et que nous leur fassions de la place pour qu'ils puissent tirer nos pays vers le haut aujourd'hui. Aucune information n'est cachée. Aucune bonne information n'est jetée à la poubelle. Tout est utile. Parce qu'il faut que nos enfants, et j'aime bien faire cette allégorie, de dire qu'il leur faut des ailes pour aller vers la technologie. Mais il leur Au Mali, faut aussi, on parle des aigles. des ailes. Mais il leur faut aussi des racines, c'est-à-dire mieux connaître leur société, connaître leur culture, connaître leur histoire et connaître leurs traditions. C'est comme ça qu'on va faire les citoyens de demain. Mais il ne faut pas l'emprunter juste en bas et qu'ils ne lèvent pas la tête pour voir que le monde est en train d'avancer. Mais tout en suivant un monde qui avance, ils ne doivent pas oublier les origines. Ça, c'est le fondement de mon programme. C'est sur ça, c'est ça le socle sur lequel je veux qu'on bâtisse une société malienne pour demain. Alors, les minutes qui nous restent pour aller au terme de cette émission vont me permettre de vous faire réagir sur un certain nombre de questions. On va sortir du Mali maintenant. On va parler, par exemple, du panafricanisme. Je sais que vous êtes un homme d'intégration. Je suis un homme d'intégration. Ce que je crois, c'est ce chemin-là qu'on a pris de découper, mettons, l'Afrique en 5 grandes régions. Il faut que toutes ces grandes régions travaillent ensemble. Mais il faut lever les entraves. Une des premières entraves, c'est la libre circulation. Mais des fois, et le droit d'établissement. Est-ce qu'il ne faut pas ajuster avant cela les différentes économies Non, je crois que les économies... Parce que des fois, il y a des distorsions d'un pays à un autre. Bien sûr, je crois que tous les rêves de dire on va mettre toutes les économies au même niveau avant de passer ça c'est du leurre. L'économie, c'est des forces. Les gens iront vers le secteur le plus juteux, le plus productif, le plus sain. Chaque fois que vous mettrez en place quelque chose de viable, vous aurez des gens pour investir, vous aurez des gens pour travailler. Les gens ne se déplacent pas pour se déplacer, ils se déplacent vers là où il y a le travail, ils se déplacent vers là où il y a des capitales, vers là où il y a le savoir-faire. Faisons en sorte que nous puissions partager les bénéfices de tout cela. Quand des Maliens travaillent en Côte d'Ivoire, ils ont le droit de ramener des ressources au Mali. Et ces ressources servent à certains qui vont rester sur place, pour éviter justement qu'ils aillent ailleurs. Je crois que si nous arrivons de façon sincère, avec une volonté politique vraiment affichée, à vouloir une Afrique qui se tient, elle se fera. Mais elle doit se faire par grappe, à mon avis, parce que les gens les plus proches sont ceux qui se connaissent le mieux, qui se comprennent le mieux. Mais il faut que la gestion soit la gestion participative, que chacun puisse gérer au plus près ses populations et ses collectivités. C'est cette responsabilité partagée qui nous permettra d'avancer. Il ne s'agit pas de jeter des miettes aux uns aux autres, mais il faut faire participer tout le monde. L'intelligence est partout, le savoir-faire est partout. Parmi les pays comme les États-Unis, les Steve Jobs, qui sont parmi les gens les plus intelligents du monde, viennent d'ailleurs. Je crois qu'on ne sait pas d'où ça peut venir, mais ça profite à tout le monde. Il faut accepter cette ouverture d'esprit. Et moi, je suis fondamentalement pour ça, que l'économie doit être ouverte, en tout cas vers les pays voisins, et que dans les cas des intégrations, on doit jouer l'intégration de façon sincère. Le franc CFA, tout a été dit, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Oui, bien sûr, c'est un débat qu'il faut faire d'abord entre économistes, entre politiques, c'est un sujet aussi fondamentalement politique. En 1994, j'étais sur la scène au moment de la dévaluation du franc CFA, j'étais ministre des Finances du Mali. Et je pense que... Alors, cette dévaluation, elle a fait du bien ou du mal? Non, je crois que ça a permis globalement de redresser les choses. Et chaque fois qu'on l'évoque, tout le monde tremble. Non, la dévaluation n'est pas une fatalité, ce n'est pas forcément un mal absolu. Ce qui est important, c'est de gérer sa monnaie au plus près. Si vous avez de l'argent dans votre poche, quand vous sentez que ça se vide, vous devez diminuer vos dépenses pour faire face à la situation. Mais si votre argent se trouve en France. Ça dépend si la banque est sûre, il n'y a pas de problème. Non, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que quand vous gérez une monnaie, vous devez vous donner les moyens de gérer cette monnaie. Il faut se donner les moyens humains pour le gérer. Il faut se donner les moyens politiques pour le gérer.
Ici, vous avez 14-15 pays africains qui gèrent une monnaie. Vous avez bien vu que l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, et moi je le regrette très profondément, que vous n'allez même pas échanger leurs billets. Je me suis battu personnellement pour ça. J'ai vu à l'époque Christine Lagarde, j'ai vu le président Compaoré à l'époque pour leur dire ça c'est quelque chose qu'il faut régler. J'ai vu Maman Lepo qui était le gouverneur de la BESAC, j'ai vu Konan Bani, tous les deux, j'étais président de l'UOMOA, je dis ce n'est pas acceptable. Parce que tout simplement, en 1993, vous n'êtes pas entendu et puis ça continue. Il faut sortir de ça. Au-delà du franc CFA vu par les autres, il faut que le franc CFA lui-même se regarde en face. Et qu'un franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, c'est la même chose qu'un franc CFA de l'Afrique centrale. On ne peut même pas les échanger, il faut pratiquement passer par l'euro. Ça, c'est inacceptable. Par contre, en 2013, en 1994, on aurait pu régler un certain nombre de choses. Peut-être qu'on a raté le coche. On aurait pu, ce jour-là, faire tomber la dette d'Air Afrique. Parce que la réunion a été provoquée pour Air Afrique, pour ceux qui ne le savent pas. Et malheureusement, on n'en a même pas parlé. Ouais. Peut-être qu'Air Afrique aurait continué aujourd'hui un outil d'intégration extraordinaire. La deuxième chose, on aurait pu peut-être mettre à l'époque le franc CFA en face d'un panier de monnaie qui comprend le yuan, qui comprend le dollar, qui comprend, etc., qui permettent de supporter cette monnaie, mais on est resté arrimé à chaud. Je pense que les mentalités évoluent, les économies évoluent, et certainement que les chefs d'État un jour vont vraiment réfléchir à ça et regarder quelle est l'évolution possible et future du franc CFA. Merci beaucoup, M. Soumaïla Cissé. Il faut dire que vos partisans vous appellent Soumi. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur notre plateau. En tout cas, vous nous avez fait partager un certain nombre de vos préoccupations. On espère que cela va servir et que la paix véritable va s'installer au Mali après le dialogue que vous avez souhaité, parce qu'un dialogue, dans son fond, eh bien, il n'est pas négatif, bien au contraire. Nous espérons que toutes les forces politiques en présence vont se retrouver et faire en sorte que ce pays, le Mali, que beaucoup de personnes admirent parce que c'est un pays qui supporte une bonne partie de l'histoire de l'Afrique, eh bien, nous souhaitons que ce pays reparte, redécolle. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous. Le Mali le mérite bien. Le Mali a un poids social en Afrique de l'Ouest extraordinaire. Le Mali mérite la paix. Okay. Je milite pour la paix, je milite pour le dialogue et je suis disponible pour cela. Merci beaucoup aussi à vous de nous avoir suivis et nous vous retrouverons pour un autre numéro de cette émission qui vous permet de retrouver un certain nombre de compétences, de personnalités africaines qui ont des choses importantes à transmettre, à communiquer à tout le continent. Merci encore de votre attention et à bientôt, toujours sur les antennes de la Belle Radio et Télévision. Au revoir.